Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue dans Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. Après les fortes pluies de la nuit, les pompiers sont toujours à pied d'œuvre à Dinan, à Rochefort et dans certaines communes du Brabant wallon. Autre dossier brûlant, les arrestations brutales de sans-papiers se multiplient dans tout le pays grâce au pouvoir étendu de la police fédérale pour perquisitionner les logements de leurs choix au moindre soupçon, une mesure vivement critiquée par plusieurs On n'a que le son et pourtant c'est déjà glaçant. Imaginez avec l'image, une famille, une mère, ses 2 enfants prennent leur petit déjeuner, la radio est allumée, puis on toque à la porte, ils se regardent, on sent la peur dans leurs yeux, c'est la police, elle vient les arrêter. Leur tort, ne pas avoir de papiers, les bons papiers. Libre Ensemble, Vinciane Colson, Jacques Nizin. Sotieta Ngo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes directrice générale du CIRE, Coordination et Initiative pour réfugiés et étrangers. Et la vidéo qu'on vient d'entendre, qu'on vient de décrire, c'est celle que vous avez lancée il y a quelques jours sur les réseaux sociaux. Cette vidéo, elle se termine par un message. Ceci n'est pas une fiction, c'est un projet de loi. Alors aujourd'hui, Sotieta Ngo, un projet de loi est sur la table qui autoriserait donc la police et l'Office des étrangers à entrer de force dans une habitation privée occupée par des personnes en séjour irrégulier, c'est ça ? Oui, effectivement. Donc depuis l'été, on sait que depuis l'été dernier, et c'était annoncé dans l'accord de gouvernement, ce gouvernement, Arizona, a décidé de réveiller un texte qui avait déjà été bloqué une première fois sous une précédente législature. Il y a eu un premier accord politique et ils sont encore en train de discuter, de fignoler les détails, mais l'objectif est bien de permettre l'arrestation à leur domicile de personnes qui n'ont pas les bons papiers, à leur domicile ou au domicile des personnes qui les hébergent. Et donc oui, c'est une alerte parce que c'est pas une fiction, le texte va arriver de manière imminente sur la table du Parlement et donc entrer en vigueur en 2026. Alors, on peut déjà dire que c'est vraiment, pour vous, une atteinte au droit à la vie privée, au droit à l'inviolabilité du domicile, et un risque aussi pour la solidarité, parce que vous l'avez dit, ça peut être aussi au domicile des personnes qui les hébergent. Mais oui, ça nous pose tout un tas de questions, ça nous choque, ça nous glace, parce que la protection qu'offre son domicile, c'est pas juste une valeur qui nous est chère en tant que citoyens, c'est aussi une garantie donnée par la Constitution. Donc le domicile privé est inviolable. Et pourquoi il est inviolable ? Parce que c'est le nid, le berceau de la vie privée, de l'intimité. Et donc, il y a des exceptions à cette inviolabilité. Par exemple, pour arrêter quelqu'un de dangereux, un criminel dangereux, ou pour venir en aide à quelqu'un qui appelle au secours. Donc là, ce sont des exceptions qui sont permises. Ce qui nous pose un vrai problème avec les intentions ici du gouvernement, c'est qu'il n'y a pas de personnes dangereuses. Il s'agit juste d'arrêter des personnes sans papier. Alors, on sait très bien que la communication officielle au niveau du gouvernement, c'est de dire « mais on ne va pas aller arrêter toutes les personnes sans papier ». Mais oui, parce qu'effectivement, j'avais envie de rebondir, parce que le gouvernement dit « oui, mais il y a des balises parce que déjà, il faudra l'autorisation d'un juge d'instruction et que les ministres de l'Asile et de la Migration et la ministre de la Justice disent « oui, mais on vise vraiment les personnes qui refusent systématiquement de coopérer, celles qui constituent une menace pour l'ordre public et pour la sécurité nationale ». Ça veut dire que pour vous, ces balises-là, elles ne sont pas suffisantes. Elles ne sont pas suffisantes pour nous, mais en fait, elles n'ont pas été suffisantes non plus pour le Conseil d'État lors des précédentes tentatives. Et je pense, l'avis du Conseil d'État n'est pas public, mais en tout cas, à chaque fois qu'il a dû rendre un avis sur ce genre d'idée, il a considéré que l'intervention d'un juge d'instruction ne suffisait pas. Parce que vous le dites vous-même, ne pas coopérer, c'est ne pas coopérer à quoi ? C'est ne pas coopérer à son expulsion. Et donc, avoir un ordre de quitter le territoire et rester sur le territoire alors que l'État invite la personne à partir, eh bien, c'est ne pas coopérer. Et être sous un ordre de quitter le territoire et rester sur le territoire, c'est pour les autorités être un danger pour l'ordre public. Et donc, on tord les mots ici. On va bien, et donc on n'a pas choisi une situation totalement improbable. Ce texte, en l'état, peut bien viser cette situation d'une femme seule, avec ses enfants, au petit déjeuner, au seul motif qu'un ordre de quitter le territoire a été délivré et qu'il a expiré. Donc ça pose un problème, parce que je vous disais, le domicile est inviolable, mais en fait, on sait aussi, depuis plusieurs années maintenant, qu'il y a des citoyens solidaires qui décident d'héberger, de manière temporaire ou plus longue, des personnes qui n'ont pas
d'accueil et pas d'abri alors qu'elles n'ont pas le bon titre de séjour. Eh bien, leur domicile est visé aussi. Et donc là, pour nous, c'est une attaque contre la solidarité, simplement. Quand on va faire peur à des citoyens en disant « la police va pouvoir débarquer et défoncer la porte », au motif qu'il y a une personne qui n'a pas les bons papiers qui y est et qu'on le sait, on va pouvoir aussi perquisitionner pour essayer de trouver les documents d'identité de cette personne. Eh bien, c'est une attaque frontale contre la solidarité. Et la solidarité, c'est une valeur qui nous est chère. Au-delà des visions politiques en matière de migration, s'attaquer à la solidarité, à l'humanité, eh bien, ça nous pose un vrai problème. Voilà pourquoi on a fait cette vidéo. Oui, et c'est vrai que justement, dans cette vidéo, on voit effectivement une mère avec ses 2 enfants. On a l'impression qu'ils sont déjà là depuis un moment. Ça donne l'impression qu'ils vivent dans cet appartement depuis un certain temps. Parce que ce que vous voulez aussi dire, c'est que les personnes qui risquent d'être arrêtées de cette manière sont souvent des personnes qui vivent depuis 5, 10, 15 ans en Belgique, qui ont une vie ici, une vie sociale, qui participent aussi à l'économie. Mais oui, évidemment, et ça, on l'a étudié, c'est pas une pensée qu'on a, c'est un phénomène qu'on observe depuis de très longues années. Et en fait, les personnes sans papier sont des personnes comme vous et moi. Ce sont des parents, ce sont des enfants. Aujourd'hui, il y a des enfants qui naissent sans papier en Belgique, il y a des personnes qui meurent sans papier en Belgique. On devient vieux, mais sans avoir droit à la pension ou à la sécurité sociale. Et donc, ce sont des personnes tout à fait normales. On ne les identifie pas dans la rue. Alors, pour tout de suite aborder un sujet, c'est mais qu'est-ce qu'on fait des personnes dangereuses ? Parce qu'on parle beaucoup des personnes sans papier qui commettent des actes criminels. Mais moi, je suis juriste de formation. La justice, elle est faite, elle s'applique à tout le monde de la même manière, avec ou sans papier. Et lorsqu'on commet des crimes graves, des délits, qu'on est un danger pour la sécurité publique, bien sûr que la justice doit s'appliquer. Et il y a des procédures qui existent. Il ne faut pas aller faire peur aux personnes sans papier qui n'ont pas commis d'autres infractions que d'être en séjour irrégulier, et encore moins faire peur à des citoyens solidaires. Et donc oui, les personnes sans papier, ce sont des personnes qui travaillent et on les connaît toutes et tous, encore plus quand on habite une grande ville. Ce sont les personnes qui gardent les enfants malades, ce sont les aides-soignants dans les maisons de repos, ce sont des personnes qui travaillent dans le bâtiment, que ce soit dans des travaux publics. On sait que la station de métro Arlois à Bruxelles est bien à compter sur le travail de beaucoup de travailleurs sans papier. La toiture du Palais Royal aussi a été refaite par des travailleurs sans papier. Donc on voit bien qu'on n'est pas face à des personnes dangereuses, des bandes criminelles. En fait, ce sont des personnes qui essayent de survivre et en fait qui ne vivent pas d'amour et d'eau fraîche. Elles ne sont pas dans des réseaux délinquants ou criminels. Elles travaillent. Elles sont juste moins payées, moins protégées, ont plus de difficultés à se loger, mais mettent leurs enfants à l'école et essayent de passer à travers les mailles d'une arrestation et d'une expulsion du territoire. Du coup, quand je vous entends dire ça, j'ai l'impression qu'on est entré aujourd'hui dans un narratif en fait qui associe en fait la migration avec la criminalité. Et donc cette proposition de loi, mais il y en a d'autres aussi. Alors je pense juste, on a enregistré il y a quelques semaines une émission télé sur le projet du gouvernement fédéral de louer ou de construire une prison au Kosovo où on enfermerait justement les détenus condamnés en Belgique, mais qui n'ont pas la nationalité belge. Et les conclusions de cette émission, c'est que ça posait évidemment beaucoup de questions en termes de droits des détenus et des droits humains de façon générale. Mais un de mes invités, Marc Neve, qui est président du Conseil central de surveillance pénitentiaire, disait surtout qu'il y avait tellement d'obstacles qu'en fait, pour lui, c'était peu probable en fait, que cette prison voie le jour. Et pourtant, les ministres de la Justice, la ministre de l'Asile et de la Migration disent « oui, on croit en ce projet, on va au Kosovo, on continue ». Du coup, il y a de nouveau, que ce soit dans ce projet, dans cette question des visites domiciliaires, dans les attaques aussi qu'on peut faire sur des décisions de la Cour européenne des droits de l'homme, de la part de Wever, donc, qui a signé une lettre à la Cour européenne des droits de l'homme. Il y a vraiment cette association dans le narratif de migration et criminalité. Oui, alors pour être totalement honnête, et parce que je n'aime pas faire être manichéenne, cette association entre immigration et criminalité, elle n'est pas neuve. Elle existe déjà depuis plusieurs années et donc depuis plusieurs législatures. Mais là, elle atteint des sommets, effectivement, parce qu'on nous prétend, et on nous ment en disant ça, on nous prétend que ce genre de dispositif vise à assurer notre sécurité. De la même manière, il y a une actualité de cette semaine aussi qui va aborder de nouveau les questions de déchéance de nationalité à des personnes qui ont commis des faits graves. Mais ici, on alimente des peurs. Des peurs de qui ? Des citoyens. Pourquoi ?
mais pour avoir un bénéfice électoral, ou en tout cas pour avoir une adhésion à des mesures qui n'atteindront pas leurs objectifs. En fait, les personnes sans papier elles-mêmes disent « nous sommes en danger ». Nous ne sommes pas dangereuses. C'est un slogan que les personnes sans papier scandent depuis des années déjà. Aujourd'hui, il y a combien de personnes sans papier sur le territoire ? C'est très difficile à estimer puisqu'elles se cachent, elles ne sont pas répertoriées, mais elles sont estimées à 112 000 personnes. C'est une étude universitaire qui a fait cette estimation. 112 000 personnes, il y a quelle proportion de ces personnes qui tombent dans la criminalité ? Et de nouveau, je suis pour que quand on tombe dans la criminalité, le système judiciaire et pénal s'applique. Mais il s'applique déjà aujourd'hui. Et il s'applique déjà aujourd'hui. Et donc, il ne faut pas se laisser avoir, et c'est un peu, le poids des mots, le choc des photos, l'actualité américaine nous montre quelle couleur ça peut prendre lorsque on n'a pas d'esprit critique sur la communication qu'on entend et sur les politiques qu'on voit s'appliquer. On voit aux États-Unis des arrestations sur des parkings de personnes qui font leurs courses, qui ne sont pas en train de commettre des délits, juste parce qu'elles sont sans papier. En fait, il y a une obsession d'une partie de la classe politique sur le fait que s'attaquer aux personnes migrantes et muscler le discours, comme la Belgique le fait en disant la politique migratoire la plus stricte que le pays ait connue, ça va rapporter. Moi, je crains, et je ne suis pas seule à le craindre, que ça va juste polariser d'autant plus et ça risque de aider à l'extrême polarisation et l'extrême droitisation des politiques et des pratiques. Et ça, personne n'y gagnera, ni la classe politique, ni l'ensemble des citoyens. Oui, avec aussi, pour des personnes sans papier, le risque, justement parce qu'il y a ce climat de peur, elles ne tombent dans encore plus de clandestinité et du coup, peut-être à un moment, un risque éventuellement de tomber dans la criminalité parce que c'est la seule solution éventuellement. Ce que je veux dire, c'est que est-ce qu'il y a un risque d'être encore plus en décrochage avec la société ? Mais oui, c'est évident et c'est une crainte terrible parce que on sait aujourd'hui, par exemple, que les personnes sans papier ne se soignent pas bien. Et donc on a vu aussi pendant le Covid que tout le monde était logé à la même enseigne. Avec ou sans papier, le Covid existait pour tout le monde. Et en fait, les personnes sans papier n'ont pas pu s'adresser à des dispositifs hospitaliers ou de soins. Pourtant, la loi le permet. La loi organise l'aide médicale urgente et donc ça veut dire qu'il y a de l'aide médicale qui peut être donnée même quand on est sans papier. Et il y a un vrai phénomène de non-recours à ce droit parce que les personnes sans papier veulent rester les plus discrètes possibles. De la même manière, les femmes étrangères qui sont victimes de violences conjugales ne s'adressent pas aux services de police pour obtenir la protection parce que s'adresser à la police, c'est aussi courir le risque que l'agent de police déclare le fait qu'il y a une personne sans papier en face de lui ou d'elle. Parce que c'est une obligation aussi dans la loi aujourd'hui, toute autorité qui apprend l'existence d'une personne sans papier est censée le signaler. Et donc le système est construit pour que les personnes sans papier, quoi qu'il se passe, se cachent le plus possible, qu'elles aient des problèmes de santé, qu'elles soient victimes de criminels, de violences, qu'elles aient un vrai besoin d'aide. On pense à des enfants. Je suis une maman, j'ai 2 enfants. Moi, j'essaye d'expliquer à mes enfants qu'il ne faut pas avoir peur de la police. La police est plutôt là pour nous protéger. Mais aller dire ça à un enfant sans papier qui voit ses parents se cacher de la police, c'est extrêmement compliqué. De nouveau, quel projet de société, quelle société on nous dessine ici lorsque une partie de la population va se méfier des forces de l'ordre qui sont là pour nous protéger ? C'est délétère, personne n'y gagnera. Alors, donc on l'a dit, on attend l'avis du Conseil d'État sur ce projet de loi, donc sur les visites domiciliaires. Mais c'est vrai que ce projet est très similaire d'un autre projet qui avait été déposé par la NVA en 2020 et le Conseil d'État avait recalé le projet. Ce projet, il est aussi très similaire avec une autre proposition qui avait été faite en 2018, aussi sur ces visites domiciliaires. Et là, on avait senti qu'il y avait vraiment une forte mobilisation de la société civile, des associations, des juges d'instruction, des communes qui s'étaient vraiment levées contre le projet et il avait été bloqué. Est-ce que vous sentez aujourd'hui cette même révolte ou mobilisation contre ce projet ? Alors, oui et non, une réponse en 2 temps. Alors, l'opposition, donc finalement le blocage de ce texte en 2018 lors de la première tentative, alors que le MR était au gouvernement, c'était le gouvernement de Charles Michel, le MR lui-même
avait vacillé et s'était retiré, avait retiré sa volonté politique de soutenir ce texte. Les juges d'instruction, je ne suis pas sûre que le MR va adopter la même posture politique. Je crains plutôt que le MR ne soit un fervent partisan de cette mesure et transforme complètement le discours qui a été tenu il n'y a pas 25 ans, il y a quelques années. Les juges d'instruction se sont fortement opposés. Pourquoi ? Pas par progressisme en matière de politique migratoire, c'était plutôt parce qu'ils refusaient de jouer ce rôle-là. Les juges d'instruction sont là pour instruire, c'est-à-dire traiter des données pour voir quelle suite il faut donner à des faits criminels, par exemple. Et les juges d'instruction disaient à l'époque, mais on redit dans un avis récent sur le projet de loi actuel, qu'en fait, le rôle, c'était pas d'autoriser l'Office des étrangers à aller cueillir des sans-papiers là où ils vivent. Et donc, ces acteurs-là, il me semble qu'ils s'opposent encore. Le secteur migration, dont le CIRE fait partie, s'oppose très clairement. Et en fait, ce clip nous a donné l'occasion de voir à quel point il y a encore une très large mobilisation du secteur associatif, mais au-delà des acteurs qui travaillent sur la migration, pour s'opposer, pour dire, au niveau de nos valeurs, des lignes rouges sont franchies si ce texte passe. Et on a vu des acteurs comme la Ligue des familles, la Ligue des droits humains, des écoles aussi, se mobiliser pour dire... Mais non, ça n'est pas possible. Et donc, on voit bien qu'il y a... on n'a jamais fait autant de chiffres, de diffusion, de vues sur ce clip. Et on a beaucoup de messages de soutien. Et donc, on voit là une vraie mobilisation associative et citoyenne pour dire pas en notre nom. On a des médecins, des psychologues, des psychiatres qui nous appellent ou qui nous envoient des messages en disant « Je ne suis pas normalement un partisan d'un camp ou de l'autre, mais ici, je veux être associé, je veux recevoir vos informations parce que je ne veux pas que ça se passe dans mon pays, dans ma société. » Je ne veux pas de ce projet de société. Je ne veux pas de ce projet de société. Et donc, oui, la mobilisation va être forte. Pour la petite anecdote, nous avons, avec ce clip, proposé des modèles d'interpellation des députés, puisqu'on souhaite que les députés puissent être informés avant même que le texte arrive sous leurs yeux. Et il y a eu tellement d'interpellations adressées aux députés que le serveur du Parlement a dû être mis à l'arrêt. Et donc, c'est un signe d'une extrême mobilisation et d'une extrême inquiétude de la part de nos citoyens sur ce texte. Alors, du coup, j'ai pas envie de casser l'enthousiasme parce qu'effectivement, on voit qu'il y a une forte mobilisation, mais on voit aussi que le texte pourrait peut-être passer d'une autre manière et c'est au niveau européen. Donc là, les États membres qui étaient réunis en Conseil ont approuvé le 1er décembre une proposition sur la loi retour. Et en fait, donc, il y a plusieurs choses évidemment dans ce texte, mais il y a notamment le fait que la possibilité de faire ces visites domiciliaires serait intégrée dans ce texte européen. Et donc, si ce texte est approuvé par le Parlement européen, ça pourrait avoir un impact et donc ça pourrait entrer dans la législation belge. Alors ce ne sera pas aussi simple, mais d'abord on regrette évidemment que ce soit... Alors au niveau européen, il y a un accord politique et la Belgique a pesé de tout son poids. C'est la Belgique qui a été moteur de ça pour essayer de mettre le cadre européen en adéquation avec sa propre volonté politique, d'autoriser ces... Moi, j'aime pas parler de visite domiciliaire, c'est des mots trop doux pour ce que ça représente. Ce sont des arrestations à domicile. Moi, j'appelle ça des rafles parce que ce sont des arrestations de personnes avec un certain statut. Et donc, j'appelle ça des rafles. Alors, demain, ce texte qui fait l'objet d'un accord politique au niveau européen va passer au Parlement européen. Et puis, il va être traduit dans un arsenal législatif, des directives. Les directives ne sont parfois pas conformes au droit. Et donc, il y a encore des recours qui peuvent être introduits. Au niveau de la législation belge, le CIRE et de nombreux partenaires, je pense, introduiront des recours en justice. Parce qu'il n'empêche que l'inviolabilité du domicile et les garanties de recours, le respect des droits humains, le respect de l'intérêt supérieur de l'enfant, mais aussi le respect du domicile des citoyens qui hébergent, il y a autant de notions qui sont manifestement violées au niveau de ce dispositif que l'on s'adresse à une législation européenne ou à une législation belge. Et puis, en fait, au niveau européen, c'est un peu la course à l'échalote quand même. Donc en 2024, il y a eu l'adoption d'un pacte, le grand pacte sur l'asile et la migration. Ce pacte n'est même pas encore entré en vigueur que déjà des États mettent toute leur énergie pour aller encore un peu plus loin. Et là, la Belgique a changé d'attitude. La Belgique n'était pas dans ces pays qui demandaient le plus de durcissement et le gouvernement Arizona
avec notre Premier ministre de Wever, a changé de camp. Il est allé dans le camp des durs. Il a rejoint des États comme la Hongrie, comme la Pologne, en écrivant un courrier en disant que quand même cette Cour européenne des droits de l'homme posait problème. Posait problème pourquoi ? Parce qu'apparemment on ne peut pas faire ce qu'on veut en matière de migration, on ne peut pas expulser les personnes et c'est vraiment dommage. Mais de nouveau, il faut être informé et exercer vraiment son libre arbitre et son esprit critique. En fait, c'est 2% de toutes les affaires que la Cour européenne des droits de l'homme traite, 2% concernent la migration. Et dans ces 2%, 80% des cas conduisent à un rejet de la demande. Et donc, la politique qui est menée est jugée conforme par la Cour européenne des droits de l'homme. Donc là, on est vraiment sur On est dans une toute petite niche, mais cette petite niche tient tellement à cœur à certains acteurs politiques qu'ils maquillent les choses en prétendant qu'ils ne peuvent rien faire en matière de migration à cause de garanties de droits humains. Il faut s'informer, il faut s'inscrire en faux, il ne faut pas se laisser faire contre cette communication politique. Mais il faut savoir que la Belgique a rejoint le camp de pays comme celui de Viktor Orban de la Hongrie. Et pourtant, le CIRE, avec d'autres partenaires, sort déjà depuis quelques années un rapport qui s'appelle la politique de non-accueil. Ça veut dire qu'effectivement, ça ne date pas d'aujourd'hui, ça ne date même pas d'hier, ça fait plusieurs années, et même sous le gouvernement précédent, où en fait la Belgique ne respecte pas toute une série de règles. Elle a d'ailleurs été condamnée, alors j'essaye de trouver le chiffre exact. 15 000 fois. 15 000 fois. Oui, effectivement, depuis 2021. Non-respect. Donc non-respect, c'est pas non-respect de la dignité humaine, c'est non-respect de ses propres obligations qui découlent des lois belges. Donc rien ne s'est imposé contre une volonté politique. Les lois, elles sont adoptées par le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif. Et donc, c'est pas moi qui ai écrit la loi, en fait. Donc, pour non-respect de ses propres obligations, l'État belge a été condamné à 15 000 reprises. Est-ce que ça a suffi ? Non, parce qu'aujourd'hui, donc même hier, durant le mois d'août, le gouvernement Arizona a adapté le cadre légal pour dire on respecte notre loi, puisque regardez, en fait, notre loi prévoit qu'il n'y a pas d'accueil pour ces personnes. De quelles personnes on parle, en fait ? Qui sont les personnes qui sont laissées à la rue ? Entre 2021 et l'été 2025, c'était des hommes seuls, des jeunes hommes seuls. C'est pas des hommes costauds qui ont tout plein de ressources, ce sont des jeunes personnes afghanes, des jeunes personnes palestiniennes, 18, 19 ans, qui n'ont aucun réseau, qui ont des problèmes mentaux, vous pouvez imaginer, quand ils savent leur famille dans les situations qu'on connaît. Ou qui ont eu des parcours de migration. Qui ont eu des parcours terribles, qui ont connu la torture, l'exploitation sexuelle, l'exploitation tout court. Donc, en fait, ces personnes-là ont été laissées à la rue. Et puis, depuis l'été dernier, on a vu s'ajouter aux côtés de ce profil des hommes seuls, des familles avec des enfants. Et donc, ces familles, pourquoi elles se retrouvent à la rue ? C'est parce qu'elles ont parfois introduit une demande d'asile ailleurs, en Grèce, par exemple, c'est la plupart des cas. La plupart des cas, ce sont des familles palestiniennes ou afghanes qui ont introduit une demande d'asile en Grèce, qui ont obtenu un statut de protection en Grèce, mais qui, avec ce statut, ne parviennent pas à vivre, ne parviennent pas à trouver un logement, à avoir des soins de santé, à avoir un emploi, et parfois font même l'objet de chasse à l'homme dans la rue. Ça, c'est anecdotique. Mais c'est surtout quand on ne peut pas se loger, quand on ne peut pas se soigner, quand on ne peut pas travailler, mais comment on fait pour vivre, en fait ? Et donc, ces personnes ont continué leur route et arrivent en Belgique. Et vous savez ce qui se passe ? Les instances d'asile belges reconnaissent ça et accordent bien souvent un statut de protection aussi en Belgique en disant « Malgré le fait que la Grèce vous ait donné un statut de réfugié, moi, Belgique, je vous donne aussi un statut de réfugié. » C'est des instances d'asile indépendantes. Il se fait que notre ministre considère que ces personnes n'ont rien à faire ici et qu'elles devraient retourner en Grèce. Et que c'est leur choix de rester sur un trottoir avec des enfants, puisque la Belgique peut les aider à rentrer en Grèce en les expulsant. Et donc les personnes pourraient aller dans un centre d'expulsion vers la Grèce. Mais donc tout ceci, on ne le dit pas, et certainement pas la ministre, mais voici la réalité derrière une situation qui laisse des femmes,
des nouveau-nés, des jeunes enfants, des enfants en bas âge, sur un bout de trottoir, principalement bruxellois, mais aussi malheureusement ailleurs sur le territoire belge. Mais oui, vous avez plusieurs associations se sont mobilisées la semaine passée autour du slogan « Pas un enfant à la rue, point ». Parce que vous, justement, vous constatez cette augmentation. Il y a vraiment aujourd'hui une augmentation de personnes à la rue. Ben oui, on constate, c'est le SAMU social qui a commencé avec une campagne en novembre en disant « mais en fait, une personne sur 4 ou sur 5 dans nos structures, c'est un mineur ». Il faut se rendre compte de l'effet des politiques que l'on mène. Parfois, on peut, sans savoir les conséquences, se dire « ah ben oui, c'est plein de bon sens, ces politiques-là ». Mais en fait, en vrai, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne qu'il y a des femmes qui quittent leur domicile parce qu'elles sont rouées de coups, qui sauvent leur peau, qui prennent leurs enfants avec elles. Et puis, elles ne trouvent pas de dispositif d'accueil parce qu'on leur dit retourner en Grèce, alors que les enfants sont scolarisés ici, ou qu'on leur dit, en fait, retournez dans votre pays d'origine ou subvenez à vos besoins. Eh bien, c'est pas si simple que ça et ces femmes se retrouvent sur un trottoir. Donc, c'est le SAMU social qui a commencé. Et puis, beaucoup d'acteurs ont suivi. Il y a Amnesty International qui a suivi, la plateforme citoyenne, le CIRE. On s'est vraiment inscrit dans un large dispositif pour dire... Ici, tous les jours, maintenant, on est en train de tolérer que les êtres qu'on considère comme vulnérables, des jeunes enfants, subissent les conséquences de ces choix politiques. Et parfois de ces choix politiques qui mènent à des changements législatifs. Il faut que la population se rende compte, de nouveau, de la société qu'on est en train de changer sous nos yeux, sous couvert de discours parfois un petit peu mensonger, mais en tout cas jamais complet, sur qu'est-ce qui conduit les politiques à changer les lois. Et on arrive à la fin de l'émission, mais j'ai quand même envie de terminer par une note positive parce que vous disiez toute une série d'associations se sont mobilisées. La semaine passée, vous avez parlé aussi du fait que le clip du CIRE sur les visites domiciliaires a été vu, partagé. Vous avez senti une vraie mobilisation. Est-ce qu'aujourd'hui, vu toutes ces attaques, vu aussi certaines attaques sur la liberté de s'associer, qui sont en tout cas en gestation au niveau du gouvernement, est-ce qu'il y a une forme d'urgence à travailler ensemble ? Oui, c'est une urgence et c'est une nécessité. C'est une nécessité parce qu'on le sait, la situation économique de la Belgique est ce qu'elle est. Les choix politiques que l'on fait sur cette base sont aussi ce qu'ils sont et on voit les coupes budgétaires ou les intentions de couper les budgets de toute une série d'acteurs qui exercent un rôle d'information, de décryptage de l'information, de donner des contre-discours parfois. Et ça fait partie d'une société démocratique. Et donc, on voit que l'affaiblissement de ce qu'on appelle les corps intermédiaires et le tissu associatif, mais on voit qu'une partie de la population comprend ce qui est en train de se passer. Et cette partie de la population progressiste, attachée à des valeurs d'humanisme, de solidarité, d'émancipation, se dit « mais qu'est-ce qui est en train de se passer ?» Et donc, oui, petite note d'espoir parce que on n'a jamais fait des campagnes qui avaient autant de succès que les dernières qu'on a lancées, que ce soit sur les visites domiciliaires ou la situation des familles avec enfants à la rue. Et ça, ça donne espoir. Ça donne espoir sur la mobilisation parce que, je crois aux valeurs démocratiques. Les autorités politiques ne sont là que parce que la population a fait des choix au moment d'être consultée, au moment des votes. Et donc, lorsque l'opinion publique, elle n'est pas encore assez nombreuse, mais lorsque l'opinion publique basculera et comprendra que on ne lutte pas contre la migration à tout prix. En fait, on peut ne pas aimer ça, mais on ne va pas bousiller un tissu social, des valeurs démocratiques pour essayer d'expulser des personnes sans papier. Quand ce jour-là sera arrivé, les autorités politiques n'auront pas d'autre choix que d'accepter de faire autrement, simplement. Et donc, oui, je pense que le combat est là, les combattants sont là, pas assez nombreux, mais la résistance s'exerce déjà complètement. D'ailleurs, si vous voulez avoir des informations sur cette campagne du CIRE et éventuellement écrire aux parlementaires, par exemple, sur cette question, vous pouvez trouver toutes les informations sur le site du CIRE, cire.be. Merci beaucoup, Sociéta Ngo, de nous avoir éclairé sur cette question. On va évidemment suivre tous ces dossiers et on verra un peu ce qui va ressortir, notamment de cet avis du Conseil d'État et des futures propositions de loi, des discussions aussi parlementaires. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. Une belle soirée à tous.